dictateurs, leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. Alan. Bonsoir, Alan, tout le monde. Chef, Alan si Shina, Alan si Jakani, Dr Alouani, ça va? Alors, je vais arrêter la musique. Je commence directement. Et c'est ce soir avec professeur Heikel. D'ailleurs, je vais essayer de l'épingler. Alors, ma canarche épinglé, mais c'est le. Alors. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens. Je suis très content de vous voir, Lioma, et j'espère que. Alors. De la musique parce que moi, c'est Moualo. Et donc, je suis très content de vous voir aujourd'hui. J'espère que le live va bien se passer ou j'espère que vous allez apprécier les questions que je vais poser. Enfin, si vous avez des questions particulières que vous voulez poser le professeur Heikel, il ne faut pas hésiter, posez-les dans les commentaires et on les reprendra. Alors, je vais chercher le professeur Heikel pour qu'on puisse commencer. Hop, voilà, il est bientôt avec nous. Très bien. Alain, tout le monde. Les amis, ça va? Alors, hop. Alors, juste pour vous dire, donc, professeur Heikel, c'est sa première fois sur Instagram. Donc, on va essayer d'être un peu indulgent. Et on va un peu lui expliquer comment ça se passe pour qu'il puisse nous rejoindre. Kiné, coucou, Kiné, bonjour. Mais qui j'ai des questions? La musique en attendant. Qu'on mène la chasse au sans-papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires. Alors, normalement, c'est Heikel, je lui ai expliqué, il va nous envoyer un message dès qu'il arrive sur le live. Donc, avec Tboum, ou la mazel. Alan Sihdad. Alors, voilà. Alan. Grand chef. Bonsoir. Ça va? Vous m'entendez? Très bien, très bien. Moi, je suis pas très Facebook ou Instagram, mais pour vous, ben, je le fais avec plaisir. Merci beaucoup, Stadroula. C'est un grand plaisir de vous recevoir, Léo, sur Instagram. Et j'espère que vous allez apprécier de la plateforme parce que vous allez voir, ça va nous permettre de discuter un petit peu, mais aussi de voir les personnes là. Vous allez les voir s'afficher en bas. Donc, il va pouvoir y avoir des questions en direct et on pourra les voir tous les deux ensemble en même temps. Donc, c'est un format, je pense, que vous allez apprécier. Je sais que vous aimez bien les questions un peu qui sortent au bon moment. Et du coup, je pense que vous allez apprécier. Parce que j'ai l'impression que ça coupe. Non, je vous entends très bien. Super. Et que vous êtes bien en 4G. Oui, tout à fait. Formidable. Donc, il y a pas mal d'étudiants avec nous, il y a pas mal de médecins qui voulaient absolument vous écouter. Et du coup, je vais quand même me permettre de vous présenter. Déjà, c'est un exercice, parce que je sais que tout le monde ici vous connaît, mais parce qu'en plus, c'est un exercice qui est très difficile, parce que vous avez fait un peu tout. Vous êtes professeur universitaire, vous avez été expert de l'OMS, vous êtes spécialiste en épidémiologie, vous êtes spécialiste en maladies infectieuses, vous avez été directeur de clinique, vous avez été doyen, vous avez été délégué ministériel, vous avez. Qu'est-ce que vous avez pas fait? Est-ce que vous m'autorisez à divulguer que vous êtes 4e dan d'aïkido? 3e, pas 4e, mais. bientôt, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah. Voilà. Donc, je pense qu'on va commencer pour ne pas gaspiller trop de temps du live. Alors, la première question, celle que j'aimerais poser en attendant les questions des personnes qui sont avec nous, c'est un petit peu votre avis sur ce genre de pandémie. Est-ce que c'était quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre ces dernières années ou c'est vraiment venu, c'était une grande surprise? Honnêtement, je pense que personne ne s'y attendait, en tout cas de cette ampleur. On connaît, comme tu le sais bien, Anas, la problématique des maladies émergentes et réémergentes.
mais jamais on n'aurait pensé qu'une épidémie de cette ampleur, mais surtout de cet impact. D'abord parce que déjà, on s'est trompé au début, je pense que tous mes collègues médecins le savent, on s'est trompé en matière de physiopathologie de cette épidémie. On pensait que c'était une classique maladie infectieuse. On sait aujourd'hui qu'au-delà du côté infectieux, c'est-à-dire côté viral, c'est une maladie de système. Hein. Il y a la problématique de la vascularite, il y a la problématique de la dissociation entre l'hème et la globine. Il y a d'autres atouts, j'allais dire, entre guillemets, donc de ce virus, et ça nous a un peu perturbés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous n'avons pas su maîtriser, en fait, et partout dans le monde, c'est d'abord que c'est une épidémie qui est arrivée avec un taux d'attaque et un taux de reproduction auquel on ne s'attendait pas. Je vous rappelle que le taux d'attaque, c'est la capacité d'infecter une population. Et aujourd'hui, le Covid-19 a un taux d'attaque de 30 à 40%. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive dans une population qui est vierge, il est capable d'attaquer en même temps 30 à 40% de la population, ce qui est énorme. C'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction de base, hein, le R0, c'est-à-dire à partir d'un cas, combien une personne infectée est capable donc d'infecter d'autres personnes, et qui est entre 2 et 3, donc la moyenne étant de 2,5. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les pays dans lesquels on n'a pas fait attention au début, un cas qui est passé inaperçu a produit au bout d'un mois à peu près entre 405 et 410 nouveaux cas. Et donc chacun, comme tu le devines, Anas, et tous mes collègues qui sont à l'écoute, eh bien on a produit donc de nouveaux cas. Donc on ne s'attendait absolument pas à cette dynamique. On avait l'habitude donc de la dynamique de la grippe saisonnière, on a eu le SRAS, on a eu le H1N1, mais on a pu les maîtriser rapidement parce que on connaissait bien le taux de reproduction, on connaissait bien le taux d'attaque, et surtout on connaissait les mesures de contrôle. Là, on est totalement donc perdu, on a été totalement perdu pendant pas mal de temps, et tous les pays, hein, la Chine, la France, vous le voyez, hein, on pourra parler tout à l'heure des États-Unis, de l'Angleterre, etc. Eh bien, on s'est aperçu avec le temps qu'on était incapable donc de maîtriser, parce qu'on s'est aperçu que la problématique n'était pas une problématique infectieuse classique, mais une problématique qui est liée à tout un système organisationnel. Comment est organisée notre société, comment notre tissu économique est fort ou non, et comment également notre système de santé est capable de répondre. Vous avez vu dans des pays qui sont quand même extrêmement bien forts d'un point de vue santé, vous voyez la France en l'occurrence, qui ont été rapidement débordés. Ne parlons pas de l'Italie, ne parlons pas de l'Espagne, ne parlons pas donc des autres pays. Et puis ensuite, on a vu les conséquences sociales. Et puis aussi, on a vu sur le plan économique notre fragilité, qu'un virus, donc une pandémie, hein, d'accord, eh bien, elle a été capable aujourd'hui de nous briser, entre guillemets et provisoirement, hein, je vous l'assure, sur le plan social et sur le plan économique. Et malheureusement, avec des conséquences qui sont non seulement sanitaires, mais sociales et économiques. C'est pour ça qu'on a été totalement donc dépassé, qu'on a été totalement donc perdu à l'échelle mondiale. On reviendra au cas marocain, si vous le voulez bien, mais à l'échelle mondiale, eh bien, on ne s'y attendait pas. Bien sûr, il y avait des futuristes comme Bill Gates qui en a parlé il y a quelques années, comme un certain nombre de films, hein, épidémie ou virus, etc., mais jamais avec ces conséquences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et on va le voir, hein, et on en discutera tout à l'heure, il y aura un après Covid-19, eh bien notre vie va changer, hein, les amis, notre vie va changer après. Il faudra qu'on remette en cause avec modestie notre système de santé, il faut le revoir. Il faut revoir peut-être aussi notre modèle social, il faut peut-être également notre modèle économique, notre tissu économique, le revoir dans le bon sens, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mieux nous préparer sanitairement, socialement, économiquement, pour ne pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et les chiffres marocains, on peut en discuter et également, vous le verrez, les chiffres marocains démontrent que le Maroc a extrêmement bien réagi. Hein. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que notre pays, et il faut que vous soyez fiers, vous les médecins, les étudiants en médecine, soyez fiers, parce que réellement, le pays a réagi au bon moment, avec la bonne teneur, avec la bonne cadence, avec le bon rythme, et surtout à éviter, hein, et vous êtes médecin, en tout cas pour ceux qui nous écoutent ce soir, on a évité une catastrophe. Même si un décès de trop, c'est trop, on le sait,
évidemment. Mais malgré ça, le pays a quand même bien réagi avec aujourd'hui une létalité au jour où je vous parle qui était il y a quelques jours de 7%. Là, aujourd'hui, on est à 5,7% de létalité, mais avec, encore une fois, une croissance de l'épidémie qui est encore tenace. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie dans le contexte marocain et dans plusieurs pays. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Cette épidémie, aujourd'hui, nécessite votre mobilisation, vous en tant que professionnel donc, de santé, mais également la population. On parlera des mesures préventives. Mais en tout cas, pour cette première partie par rapport à la dynamique épidémiologique, je terminerai en disant, dans le contexte marocain, on n'a pas eu les 3 stades, hein, classiquement connus à l'OMS et dans les autres pays. On a eu 4 phases que les gens doivent bien comprendre. On a eu une première phase de cas importés et qui a duré à peu près du 2 mars, hein, 2 mars pendant à peu près 8 à 10 jours. Puis on a eu une deuxième phase qu'on a appelée les cas locaux, c'est-à-dire on a commencé à avoir une transmission locale. Puis 3 ou 4 jours plus tard, on a eu ce qu'on appelle des clusters, des cas communautaires. On a eu la situation de Meknes, dont vous vous rappelez certainement, Meknes et Fès, et puis également un groupement à Casablanca et puis à Agadir. Et puis on a eu la dernière phase qui a justifié d'ailleurs le port des masques obligatoires depuis le 7 avril. La 4e phase étant celle de ce qu'on appelle la transmission intraménage ou intrafoyer. Alors pour vous donner, mes amis, une image, on est arrivé à une phase où quand vous avez une sorte d'incendie global et qu'on est tous capables, nous professionnels de santé, les autorités, d'éteindre, on s'est retrouvé dans une situation de petits feux de forêt, ce qu'on appelle des micro-foyers, et qui est beaucoup plus difficile donc d'éteindre, beaucoup plus difficile parce que ça nécessite la mobilisation à différents endroits, et c'est pour ça que l'État, à juste titre, hein, on pourra en parler dans quelques instants, a exigé le port de masque pour les gens qui sont sortis. Donc, en résumé, attention les amis, on est encore en phase de croissance. 7 semaines plus tard du début donc, de l'épidémie, on n'a pas encore atteint donc, le pic, et il faut être encore doublement, si je peux ainsi m'exprimer, si je peux m'exprimer par rapport au taux de reproduction, doublement ou triplement vigilant. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste avant de revenir sur le Maroc, parce que je pense que c'est le but de ce live, c'est de discuter de ce qui va se passer au Maroc. Une dernière question sur les pandémies et épidémies. C'est votre avis, même si vous voulez zapper la question, c'est pas grave, mais votre avis sur finalement la prise en charge qu'a fait l'OMS. On a vu donc que Trump finalement veut arrêter de donner de l'argent américain à l'OMS. Est-ce qu'il a eu raison de critiquer la gestion de la crise par l'OMS, ou est-ce qu'à votre avis, non, l'OMS a fait ce qu'il fallait faire et l'a fait avec les moyens qu'elle avait? Alors, je ne parlerai pas du président Trump parce que je garderai mon avis personnel au sujet du président d'un pays. Mais par contre, je dirais que l'OMS a eu tort et a eu raison dans les deux situations, et je le dis avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. L'OMS a été critiquée à plusieurs reprises dans 2 situations particulières. En particulier, vous vous rappelez de la crise H1N1 où on a dit qu'on a tous fait, on a été en excès. On a été en excès avec, vous vous rappelez, l'achat des vaccins par différents pays, y compris par le Maroc, hein, qui justement avait acheté plus de vaccins que nécessaire, et ça a été une perte pour plusieurs pays. Et puis ensuite, par rapport à Ebola, on a à chaque fois critiqué l'OMS, soit parce qu'elle n'a pas suffisamment fait, parce qu'elle a trop fait. En fait, ce qui s'est passé dans cette crise, ce qu'on peut, entre guillemets, reprocher à l'OMS, si on peut ainsi s'exprimer, c'est de ne pas avoir pris le taureau par les cornes depuis le début et géré elle-même la crise. Vous avez constaté que dans cette crise, l'OMS est restée très discrète. Donc, elle a probablement, et encore une fois, je ne peux pas parler au nom donc, de l'OMS, c'est au directeur général de l'OMS de parler au nom donc, de l'OMS, mais je pense que probablement que c'était extrêmement important de prendre le taureau par les cornes et d'aller de l'avant et d'expliquer au pays et d'expliquer la gravité de la situation. Je vous rappelle que l'OMS n'a déclaré la pandémie qu'aux alentours du 12 mars. C'était début janvier où elle a parlé, attention, que c'est un phénomène épidémique dont il faut donc surveiller l'évolution, mais elle n'a jamais parlé de pandémie. Elle a parlé de pandémie qu'au début mars, c'est-à-dire la 2e semaine donc, de mars. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes lui reprochent de ne pas avoir pris, entre guillemets, le leadership.
L'OMS, je peux vous le dire, hein, pour avoir travaillé pour cette organisation en tant qu'expert, en tant que consultant et pour les fréquenter régulièrement, c'est une organisation qui est essentielle, qui est fondamentale, qui a joué un rôle crucial à plus d'égards. Ce qui m'a un peu étonné, et encore une fois, probablement que les responsables de l'OMS doivent savoir pourquoi, c'est que je n'ai pas senti que l'OMS s'est énormément impliqué avec un grand leadership par rapport à cette crise et a laissé plutôt les pays, chacun gérer donc à sa manière et à sa façon, mais sans vouloir trop s'impliquer. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas trop intervenir dans une crise qui avait une dimension sociale, politique et économique, ce que je peux comprendre donc l'OMS, mais d'un autre côté, vous allez avoir donc des pays qui avaient besoin du leadership, qui avaient besoin des conseils, qui avaient besoin de l'expertise des experts de l'OMS d'aller sur le terrain. Par exemple, il aurait été probablement souhaitable pour un certain pays de recevoir ces fameux experts donc de l'OMS pour qu'ils les conseillent, pour qu'ils les accompagnent. Et c'est probablement pourquoi un certain nombre de pays reprochent à l'OMS son manque d'implication, d'engagement dans cette crise, encore une fois, mais je crois qu'il faut garder ça dans j'allais dire, dans l'historique. Dans l'historique, l'OMS a fait des choses fabuleuses et merveilleuses à travers le temps, plein de crises. Je crois que cette crise ne devrait pas remettre en question l'importance de l'OMS et son leadership. Elle doit simplement montrer que peut-être que beaucoup de pays, en particulier dans les pays en voie de développement, auraient souhaité voir l'OMS plus active, mais je ne condamnerai pas l'OMS à ce titre, mais c'est légitime de vouloir la voir prenant le leadership. Parfait. Donc finalement, alors on ne la condamne pas, mais c'est vrai que beaucoup de pays se sont débrouillés seuls et donc ont fait leur propre stratégie. Ça nous ramène donc au Maroc. Finalement, cette idée de tester avec donc moins de 8000 tests maintenant sur pratiquement un mois de début de tests, alors que d'autres pays testent 10 000 par jour, d'autres 50 000 par semaine. Est-ce qu'on aurait dû tester plus? Est-ce qu'on devrait tester plus? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'on devrait commencer à tester plus maintenant? Oui, je crois que c'est une excellente question, effectivement. Et moi-même, je l'ai dit à plusieurs reprises et j'assume à chaque fois mes remarques et mes recommandations. Encore une fois, il faut être honnête. Le Maroc a extrêmement bien agi. L'État marocain a fait ce qu'il fallait. Et je pense que pour ça, il faut le féliciter d'avoir eu la réactivité nécessaire à tout point de vue. C'est-à-dire que, entre guillemets, moi, je ne suis pas là pour noter mon pays, loin de là. C'est-à-dire que le pays a fait ce qu'il fallait. Peut-être que là où on aurait dû être un peu plus, et peut-être que l'État a des explications, où on aurait dû être encore un peu plus engagé, c'est d'élargir la base de dépistage. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 11 500 tests sur lesquels nous avons un niveau de positivité, de dépistage, du nombre de cas qui a été déclaré, comme vous voyez, d'à peu près 20%. Il faut bien analyser ce chiffre, c'est-à-dire sur le nombre de dépistages qu'on a fait, la prévalence, si je peux ainsi exprimer un terme épidémiologique, des positifs par rapport à ceux qui sont testés, c'est 20%. Donc, ce qui est pas négligeable. Ce qui est pas négligeable, il faudrait, et encore une fois, je le recommande fortement aux autorités, mais c'est aux autorités sanitaires de prendre la décision. Nous, on est là pour soutenir notre pays, mais on est là aussi pour conseiller si on peut le faire. Il faut absolument, et on n'a pas le choix que d'élargir la base donc, de dépistage. Il faudrait au Maroc avoir 10, 20 fois plus de cas dépistés. Pourquoi? Pour une raison technique, épidémiologique très très simple. Si vous augmentez le nombre donc, de dépistés, vous allez avoir la possibilité de repérer les positifs et de les enlever, si je peux exprimer, du circuit de transmission. Et donc, je ne vais pas nourrir ma courbe épidémique que je continue à nourrir aujourd'hui si je n'élargis pas la base donc, de dépistage. En élargissant la base de dépistage, j'ai plus de chances de dépister des cas positifs, j'ai plus de chances donc de les confiner, j'ai plus de chances de les traiter au bon moment et donc je vais de facto diminuer le nombre de nouveaux cas qui arrivent au niveau donc de la dynamique épidémique dans le pays. Il est crucial, évidemment, on a élargi ça au CHU, on a élargi ça à certains centres hospitaliers qui appartiennent au ministère de la Santé, et je pense qu'il faut aller plus loin. Et il faut. Voilà. Est-ce que votre avis, c'est suffisant?
Est-ce qu'à votre avis, professeur, c'est suffisant? Et est-ce qu'on devrait juste élargir les centres qui font donc le test PCR, ou est-ce qu'on devrait aussi essayer de passer au test rapide comme dans d'autres pays pour que ça soit fait un peu dans une plus large échelle et pour surtout retrouver aussi les personnes peut-être qui sont déjà immunisées pour savoir qui l'est, qui ne l'est pas et pouvoir donc tester plus rapidement. Parce que pour tester par PCR, au niveau du Maroc, je ne sais pas si on peut faire plus que ce qui a été fait. Alors, je crois qu'on peut faire plus parce que le RT-PCR, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais le Maroc a beaucoup investi. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, prenant en charge dans mon unité aujourd'hui plus de 70 patients que nous suivons, que nous traitons, je sais combien ça coûte. Ça coûte extrêmement cher la prise en charge donc, du patient avec les médicaments, avec les équipes médicales et paramédicales qui prise en charge totalement gratuite. Hein. Il n'y a personne qui paye au Maroc pour le Covid-19, qu'il soit dans le secteur public ou dans les structures privées qui se sont mises à la disposition de l'État. Ça, c'est très important et je pense qu'il faut remercier les médecins et le personnel paramédical, particulièrement du secteur privé et même du public, pour cet engagement en faveur du pays. Donc, ça coûte cher, mais aujourd'hui, ça nous coûterait beaucoup moins cher de dépister beaucoup plus largement par rapport aux conséquences sociales et économiques parce que nous n'avons pas le choix. C'est impensable aujourd'hui de décider dans les 24 ou 48 heures un déconfinement, même partiel, si nous n'avons pas une idée beaucoup plus juste et beaucoup plus large du nombre de cas positifs qui existent dans notre pays. C'est vrai que nous avons fait le nécessaire en élargissant le dépistage aux structures publiques de l'État universitaire. C'est une très bonne chose de le faire au CHU, mais il faut absolument élargir à d'autres structures que l'État peut agréer parce que nous avons besoin, on va dire un chiffre simple. Si aujourd'hui, la prévalence de la positivité dans les dépistages, et on va parler en termes scientifiquement et techniquement, encore une fois, et nous sommes tous là, et vous tous là ce soir, vous aimez votre pays, vous voulez le meilleur pour ce pays. Mais on peut parler un peu technique et scientifique. Si aujourd'hui, nous savons que le dépistage donne à peu près une positivité d'à peu près 20%. Imaginons même la situation uniquement, on va diviser par deux, d'une prévalence de positivité de 10% dans une population. Si vous dépistez 100 000 personnes, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Vous devriez avoir 10 000 cas. Tout simplement. Tout simplement. Et si même nous étions à 5% de positivité, ce qui n'est pas le cas, hein, on le sait très bien, et de partout dans le monde, on a les données mondiales. Si vous testez 100 000 personnes, vous avez quand même 5 000 cas. Et donc, si j'arrive dans ces cas à les enlever du circuit donc, de transmission, par confinement par exemple, ou par confinement donc, et traitement, eh bien, je pourrais jouer un rôle important dans un meilleur contrôle donc, de l'épidémie. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'État a extrêmement bien fait les choses jusqu'à présent. Je pense qu'il faut le féliciter, aussi bien en termes de médicaments, de protocoles thérapeutiques, en termes donc de mesures de restriction, en termes de confinement, en termes donc de mesures barrières, fermeture des frontières, écoles, universités, les mosquées suite à la fatwa des ulémas, etc., etc. Donc tout ça, c'est très bien et nous sommes derrière l'État et il a très, très bien fait les choses. Maintenant, il faut penser au futur, il faut planifier et pour penser au futur, il est crucial que nous ayons encore de façon plus précise la situation épidémiologique dans le contexte marocain. Ça ne veut pas dire que la situation actuelle, elle est fausse, pas du tout. Les chiffres qui sont donnés, ce sont les vrais chiffres, mais par rapport au nombre de dépistages qui est fait. Et c'est ça ce qu'il faut absolument expliquer. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'État doit réfléchir, évidemment, aussi économiquement, le coût-bénéfice. Je crois que nous pourrions trouver les ressources. Je crois qu'il y a une solidarité. Je crois que le secteur privé peut participer à élargir cette base donc, de dépistage pour que nous puissions envisager de façon technique, scientifique et dans l'intérêt de notre pays, et c'est à l'État bien sûr donc, de les décider, ce n'est pas à nous, un déconfinement partiel ou sous une forme ou sous une autre. Alors, la première question, c'était ça, c'était par rapport au test. Maintenant, je devais trouver une sorte de transition pour vous amener
à parler de déconfinement, mais vous avez vous-même évoqué les choses et je pense que vous répondez aux questions. Je pense qu'il doit y en avoir une centaine qui parlent de ce sujet. Donc, ce déconfinement, selon vous, il faut absolument tester plus pour pouvoir ne serait-ce que l'envisager. Et donc, ça ne sera pas pour le 20 avril. C'est évident. Maintenant, non, Alors, parce que comme vous l'imaginez, je ne fais pas de politique, en tout cas, je n'en fais plus depuis très, très, très longtemps. Je suis un technicien scientifique, simplement. J'aime mon pays et j'aime ma profession et je crois que si nous voulons que tous les professionnels de santé qui sont aujourd'hui engagés et qu'il faut applaudir tous les jours, hein. Moi je pense que tous les jours, il faut applaudir les professionnels de santé, les infirmières, les brancardiers, les ambulanciers, les aides-soignantes, les auxiliaires, les résidents, les internes, les externes, tous les médecins, quelle que soit leur catégorie, les enseignants, les profs, tous les gens qui sont dans le système de santé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut leur rendre hommage. Et je me permets de le faire. Je suis sûr que vous le faites au quotidien, mais je me permets aussi de leur rendre hommage pour ce qu'il faut. Comme il faut rendre hommage aux autorités, et particulièrement celles de l'autorité publique qui sont obligées tous les jours donc, de sensibiliser les citoyens et de faire en sorte que la loi, que les règlements, que les restrictions soient appliquées. Et ce n'est pas facile, on le voit tous les jours. Maintenant, le confinement est une mesure qui a des avantages et des inconvénients. Ça peut vous paraître paradoxal. Tout d'abord, quand on confine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va éviter la transmission donc, du virus, puisqu'il reste que la personne porteuse reste chez elle à la maison. Mais vous le savez, pour les gens qui ont suivi les cours d'épidémiologie et de santé publique, vous le savez bien, que pour pouvoir stopper une épidémie, c'est extrêmement important, quand il y a un vaccin, de vacciner un nombre minimum de la population pour qu'il y ait un bassin de population qui a acquis une certaine immunité et pour que le virus ne puisse pas circuler dans ce qu'on appelle une population vierge ou vulnérable. Il n'y a pas de vaccin en l'occurrence. Voilà. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de vaccin, il faut qu'on ait une immunité donc circuler donc, dans la population. Il va, dès qu'il aura l'occasion d'avoir des groupes vulnérables ou sensibles, eh bien, il va être transmis d'une personne à l'autre. Donc, le confinement, c'est bien, évidemment, puisqu'il empêche la transmission d'une personne à une autre. Mais l'inconvénient majeur, c'est que s'il reste extrêmement longtemps, dès qu'une personne va sortir et que le virus est encore en circulation dans une population, il risque malheureusement donc d'être infecté. C'est pour ça que vous répondez à la question qui est posée vous répondez à la question qui est posée par beaucoup de personnes. Donc, il y a effectivement ce risque, vu qu'on a pris cette stratégie uniquement de confinement, que demain, après-demain, après l'arrêt du confinement, qu'on puisse ressurgir donc des petites, on va dire des épidémies moins graves. Des micro-foyers, si nous ne faisons pas attention, si nous n'avons pas une idée sur l'existence beaucoup plus large de cas positifs dans le pays. D'abord, nous savons sur le plan scientifique que nous avons 12 à 14% d'asymptomatiques. On le sait. Ça, la littérature scientifique le démontre très, très bien. Et on a des gens aussi qui sont paucisymptomatiques ou peu symptomatiques, et là aussi, qui peut-être ne se sont pas fait tester. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'aller dans ce dépistage élargi. Et encore une fois, on va discuter quelle est la population cible. J'ai des idées, on peut les partager ensemble. Mais comment est-ce qu'on peut envisager un déconfinement, même partiel, si nous n'avons pas une idée précise de la présence donc, du virus au sein d'une population? Je m'explique techniquement. Encore une fois, c'est à l'État de prendre ses décisions et on est là pour soutenir les décisions de l'État. On ne les remet pas en cause, mais nous avons quand même intellectuellement le droit de penser, de réfléchir et d'exprimer un certain nombre donc, de recommandations. Si par exemple, aujourd'hui, nous décidions, pas nous, je veux dire l'État décidait que le déconfinement commencerait à partir du 20 par exemple. Eh bien, et si nous ne savons pas quelle est la prévalence donc, de l'infection au sein donc, de la population, eh bien, c'est très simple. Les personnes qui seraient positives et on ne le saurait pas, eh bien, le taux de reproduction de base va regrimper. Aujourd'hui, il est en train donc, de diminuer grâce
au confinement, eh ben, il va regrimper très facilement. Et à partir d'une personne, on peut en infecter d'autres personnes. C'est évidemment en fonction du nombre de contacts qu'il y aura, en fonction de l'ouverture, est-ce qu'on va ouvrir les cafés ou les restaurants ou les commerces, est-ce qu'on va ouvrir d'autres lieux de rassemblement, etc. Par contre, si nous avons une idée beaucoup plus précise de l'importance de l'infection au sein d'une population, eh bien, le déconfinement, donc partiel, peut aujourd'hui trouver toute sa justification. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que j'aurais repérées, elles ne vont pas continuer à transmettre donc l'infection et le virus n'aurait pas suffisamment de population vulnérable pour pouvoir continuer à circuler au sein de la population marocaine. Je continuerai à traiter les gens et je continuerai surtout à confiner les personnes qui seraient positives. Mais ça, il faut le faire rapidement. Pourquoi il faut le faire rapidement? Parce que effectivement, le confinement, il ne peut pas durer ad vitam aeternam. C'est pas possible. Et donc, c'est extrêmement… Mais par contre, aujourd'hui, il est justifié. Et il faut le maintenir dans l'état aujourd'hui, tel que nous parlons aujourd'hui, avec le nombre de cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu à peu près 250 cas, nouveaux cas, et c'est la première fois qu'on a autant de cas au cours donc, de 24 heures. Donc, il faut bien y penser. Et il est crucial, encore une fois, lorsque nous allons réfléchir, lorsque l'État, va réfléchir au déconfinement, qu'il soit partiel ou qu'il soit total ou sous une forme ou sous une autre, il faut d'abord et avant tout, et c'est pour ça que c'est l'urgence dans les prochains jours, d'élargir donc le dépistage. Et encore une fois, quand je parle de dépistage, il s'agit du dépistage RT-PCR ou antigénique. Pourquoi? Dans la phase actuelle d'épidémie, et ça, tous les épidémiologistes le savent, on ne peut pas utiliser les tests de dépistage qui ont valeur par rapport aux anticorps. Pourquoi? Parce que l'anticorps va nous traduire beaucoup plus la possibilité d'avoir été infecté, particulièrement si on va aller mesurer les IgG, parce qu'on ne va pas aller mesurer donc les IgM, surtout les IgG. Et la personne, si elle a développé des anticorps, ça veut dire qu'elle a été infectée au minimum pendant une dizaine donc, de jours auparavant. Et donc, techniquement, sur le plan de l'évolution de la dynamique épidémiologique, ce n'est pas intéressant pour nous. Par contre, les tests d'anticorps seront intéressants, NS, mes amis. Après, au moment du déconfinement, oui, ça sera intéressant pour nous d'utiliser les tests rapides utilisant les anticorps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue épidémiologique et moins risqué d'utiliser les RT-PCR ou les tests antigéniques. Parfait. Mais du coup, juste une question parce qu'elle vient de survenir. Oui. On a parlé de déconfinement, on a parlé de la nécessité de tester plus en PCR et puis peut-être de laisser les tests rapides pour la partie de déconfinement. Est-ce que ça sera un déconfinement de manière, si vous avez un test négatif, alors à ce moment-là, vous êtes habilité à revenir à la vie active ou est-ce que ça sera par région, par ville? Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'il faut avoir une vision, j'allais dire, stratégique et de planification prédictive, si je peux ainsi m'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit nous faisons un choix raisonné de dire, écoutez, il faut d'abord aller dépister les personnes qui sont les plus à risque. Ça peut être logique. Par exemple, la dernière enquête Stepwise sur les facteurs de risque des maladies chroniques au Maroc, ou ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, ont démontré que nous avons à peu près 10% de diabétiques, 29% d'hypertendus, 20% d'obèses en particulier, qui sont, si nous rajoutons les insuffisants rénaux, si nous rajoutons le nombre de cas de cancer, ça représenterait chez la population adulte marocaine, c'est-à-dire les 18 ans et plus, à peu près quelque chose comme 25 millions de personnes sur lesquelles vous appliquez la prévalence de la maladie la plus élevée, c'est-à-dire celle donc de l'HTA, donc un risque, ce qui représenterait à peu près, vous l'avez bien compris, 7,5 millions de personnes. C'est-à-dire qu'on peut aller dans une logique de ciblage des maladies chroniques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 7,5 millions donc de personnes. On peut aller dans le cadre du ciblage uniquement des personnes âgées, 65 ans et plus. Et ça représente à peu près entre à peu près 9% de la population marocaine, c'est-à-dire presque un peu moins de 3 millions de personnes. On peut envisager également, non, on va pas aller vers les sujets âgés, on ne va pas aller vers les maladies
vers les maladies chroniques, mais on peut décider, par exemple, on va aller vers les régions où il y a le moins de cas, où le virus a le moins circulé. Mais là aussi, il faut que cette région puisse vivre en autarcie. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de réfléchir déconfinement sur le plan géographique ou régional. Parce que ça veut dire que quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un à Goulmim ou à Smara n'aurait pas le droit de sortir donc de sa région. Parce qu'au niveau de sa région, eh bien, il n'y a quasiment pas de cas. Par contre, la région de Casablanca, Stade, qui est la région où il y a le plus de cas, à peu près donc 650 cas que nous avons dans la région de Casa-Stade, eh bien, ce serait la dernière à être déconfinée. Mais d'un autre côté, il faut réfléchir, si on va à région de Stade et Casa-Stade, dans la logique du nombre de cas, ce serait la dernière à être déconfinée. Par contre, comme c'est la première région en termes de PIB et en termes économiques, eh bien, ça poserait un gros problème pour les autres régions donc, du Maroc. Donc, il faut extrêmement bien réfléchir et, à mon sens, il faut avoir beaucoup plus, j'allais dire, un modèle multivarié où on introduirait différentes variables, pas uniquement des variables épidémiologiques ou médicales ou sanitaires, mais intégrer des variables sociales et des variables économiques et construire un modèle comme le modèle de développement aujourd'hui auquel une commission est en train de réfléchir à un modèle intégrant ces différents paramètres pour dire voici le modèle, pas le meilleur, mais moi je dirais avec modestie le moins mauvais. Le moins mauvais pour lever partiellement le déconfinement. Et encore une fois, je peux me tromper, en tout cas j'espère me tromper, ce ne serait pas raisonnable tout de suite de faire un déconfinement total. Le déconfinement ne peut être que partiel pour des raisons d'abord sanitaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que bien sûr le social et économique est crucial pour notre pays, je suis le premier à le défendre. Mais il ne faut pas oublier que les conséquences sociales et économiques viennent à partir d'un fléau sanitaire. Donc, si aujourd'hui on privilégie uniquement le social et économique, alors que le fléau sanitaire n'est pas encore maîtrisé, n'est pas encore contrôlé de façon totale, il va encore nourrir cet impact social et économique. Je pense qu'il faut toute raison garder. Je sais que ce n'est pas facile pour les Marocains de rester confinés, pour nous tous. Hein. D'ailleurs, sauf que nous, les médecins, on est sur le terrain, on est sur le front, évidemment, et les professionnels de santé de façon générale. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des pertes d'emploi. Je sais qu'il y a des souffrances familiales. Je sais qu'il y a des drames. Je sais que des entreprises souffrent. Je sais que nous allons perdre en PIB. Je sais qu'il y aura des pertes d'emploi. Je sais que les conséquences seront compliquées et difficiles. Mais il est important aujourd'hui, encore une fois, de rester solidaire et de comprendre qu'il faut d'abord et avant tout, il ne faut pas prendre le problème par l'inverse. Il ne faut pas prioriser les conséquences. Pourquoi, Anas? Pourquoi, les amis? Parce que les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Ou les mêmes causes créent les mêmes effets. Nous devons gérer la cause. Nous devons contrôler la cause et évidemment tenir compte des conséquences. Je ne dis pas le contraire. Mais si nous faisons l'inverse, si nous disons il faut prioriser le social et l'économique, parce que nous pensons avoir maîtrisé le sanitaire, nous risquerions, ce que je ne souhaite pas, encore une fois, dans mon raisonnement, je souhaite totalement, j'accepte humblement de me tromper, nous devons faire en sorte le plus rapidement, et c'est pour ça que parmi les stratégies, c'est l'élargissement du dépistage, ce n'est pas uniquement, il faut les mesures barrières, il faut le confinement, il faut élargir le dépistage, il faut sensibiliser, il faut être sur le terrain, il faut expliquer aux Marocains, il faut communiquer, et pour que nous puissions le plus rapidement atteindre le pic et entamer la décroissance. Il faut être logique. Si nous avons mis 8 à 9 semaines pour arriver au pic, on ne peut pas encore aller vers la décroissance au bout simplement d'une semaine ou de 2 semaines. Il faut être logique. C'est une courbe de Gauss. Vous connaissez tous, les amis, une courbe de Gauss. Tout le monde le connaît. Ben, la courbe de Gauss, elle a cette particularité d'avoir une exacte symétrie par rapport au milieu. Et cette symétrie, elle est une évidence. Si aujourd'hui, nous avons commencé le 2 mars et nous sommes mi-avril, eh bien, si au bout de 6 semaines, nous ne sommes pas encore au pic, on va l'atteindre au bout de au moins
au moins de la 7e, 8e semaine, ça veut dire simplement que nous allons avoir besoin pour une décroissance donc totale, nous aurons besoin également au moins de 7 à 8 semaines. Par contre, comme dans certains pays, regardez le cas autrichien, hein, c'est intéressant, le cas autrichien n'a pas attendu la fin de la décroissance, mais a entamé une réflexion et même des mesures de déconfinement partiel lorsque nous avons atteint le milieu de la décroissance. Et ça, je crois que c'est plus sage, c'est plus raisonnable, c'est techniquement et scientifiquement défendable. Évidemment, là aussi, nous tous ce soir, nous discutons entre techniciens, entre scientifiques. C'est au pouvoir politique de prendre donc la décision. Et nous serons là, bien entendu, pour la soutenir et pour la mettre en œuvre le cas échéant. Mais encore une fois, j'espère qu'on entendra les recommandations, car il s'agit, encore une fois, non pas seulement d'une crise sanitaire, mais d'une crise sanitaire engendrant de facto une crise sociale et économique. Merci, professeur, parce que votre raisonnement est effectivement très éclairé et ça fait des années que vous nous le dites et qu'on comprend vos idées. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que, enfin, vu que c'est une pandémie mondiale et que ça a touché même les plus grands des pays en termes de PIB et en termes de richesse, est-ce que vous pensez que ce sera enfin donc l'occasion pour que les modèles de croissance et les modèles de gestion des pays puissent enfin changer? Ah ben, tout à fait, je partage tout à fait Mais est-ce que vous pensez que ça sera positif ou est-ce que vous pensez que pour compenser les problèmes économiques qui vont arriver par la suite, on va revenir peut-être même 2 pas en arrière? Écoutez, moi je crois que cette crise, je pense encore une fois, et je veux être optimiste, je pense que cette crise est salvatrice pour plein de raisons. Je vais vous donner d'abord la raison sanitaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez des 2 discours de Sa Majesté le Roi, d'ailleurs, qui s'est impliqué, et grâce à Sa Majesté le Roi, on a mobilisé les militaires. Il ne faut pas l'oublier, qui nous rendent un service énorme. Et je pense qu'il faut remercier nos collègues des services de santé des Forces armées royales qui font un travail formidable. Et j'en suis témoin. Le gouvernement également a été mobilisé. Il y a beaucoup d'actions qui sont proposées par Sa Majesté pour l'Afrique, par exemple. Mais ce qui est, encore une fois, extrêmement important. Il faut bien comprendre le discours de 2018, juillet 2018 et ensuite juillet 2019. Sa Majesté le Roi a demandé une refonte de notre système de santé. Il n'a pas dit une réforme, il a dit une refonte de notre système. Il faut absolument, cette crise est salvatrice. Pourquoi? Parce que d'abord, il va falloir qu'on revoie notre modèle sanitaire. Et encore une fois, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Maroc a fait d'excellentes choses. Il est pris en exemple pour sa réactivité, mais nous avons pu observer des choses qu'il faut absolument renforcer. Ah, c'est sûr. Et améliorer aussi bien pour le secteur public que privé. Attention, aujourd'hui, à mon sens, de ce que j'ai vécu en tant que praticien et même en tant qu'épidémiologiste ces derniers temps, honnêtement, il n'y a pas de différence entre le public et le privé. Je vois les collègues travailler la main dans la main, les 2 systèmes travaillent ensemble, mais force est de constater que nous devons ensuite, après cette crise, faire en sorte de peut-être repenser, revoir le paradigme. Il faut vraiment changer de paradigme. Il faut avoir le courage de changer de paradigme et de revoir notre système de santé. Simplement, pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'on veut le renforcer, le rendre meilleur, le rendre plus optimal. Parce que face à des crises, eh bien, il y a eu des difficultés, comme des difficultés partout dans le monde. Hein. Je peux vous garantir que les Français, les Italiens et les Espagnols vont remettre en question leur système de santé. C'est une évidence. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, je pense que notre modèle social est très intéressant à étudier durant cette crise. D'abord par la solidarité qu'il y a eu, hein, vous l'avez constaté, le fonds de solidarité, les gens qui se sont mobilisés, mais peut-être, là aussi, qu'il va falloir revoir les mécanismes de solidarité, les mécanismes de solidarité interrégion, intra-région, entre le rural et l'urbain. C'est le moment également de voir plus en profondeur la notion d'équité, hein, l'équité dans l'accès aux services de santé, mais l'équité sociale également. Et ce virus, hein, vous le savez, n'appartient à aucune classe sociale. Il touche toutes les classes sociales, indépendamment de la richesse de l'individu et indépendamment de son milieu de résidence et indépendamment de beaucoup de choses. Et également sur le plan économique. On a vu à quel point nous sommes dans une fragilité à cause donc d'un virus
qui a perturbé totalement notre écosystème, entre guillemets, social et économique, où aujourd'hui, le drame, hein, vous le savez, hein, dans la crise de 2008, c'était une crise immobilière de subprime. Aujourd'hui, nous sommes réellement dans une véritable crise économique qui touche, j'allais dire, les fondements même économiques. Les fondements même économiques, c'est-à-dire simplement, je pense que Keynes est très intéressant de voir ça. Il y a Marx ou Keynes ou Adam Smith ou les grands auteurs économiques verraient aujourd'hui la situation avec beaucoup de sourire, ou Stiglitz ou d'autres, en disant, mais regardez aujourd'hui, un virus a tout simplement totalement débalancé les équilibres financiers et toute la macroéconomie et même la microéconomie, le chômage, et il a simplement fait en sorte d'arrêter. L'économie mondiale est arrêtée. Mais moi, je suis content que vous citiez Marx parce que finalement, ce qui va se passer, ce n'est pas comme les crises, c'est pas des crises financières, c'est plutôt maintenant des crises de production. On n'a plus de main d'ouvriers pour produire en Chine, dans l'usine du monde, et donc il n'y a plus de produits à vendre, et c'est pour ça qu'il y a une crise financière, et non pas le contraire. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de finances qu'on ne peut plus produire. Et finalement, c'est une situation qui est vraiment inédite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est qu'on ne peut pas travailler. C'est ça aussi la différence. C'est une différence cruciale. Hein. C'est peut-être une réflexion qui peut vous paraître sémantique, mais au contraire, c'est plus grave parce que les gens veulent travailler et ne peuvent pas travailler, et même, j'allais dire, le tissu économique qui serait capable de les absorber, il, lui, aujourd'hui, est totalement dissous. Et mieux que ça, même les moyens qui auraient permis, c'est-à-dire par exemple tout simplement le transport de marchandises, les vols aériens, le transport maritime, le transport terrestre, tout cela est arrêté. C'est-à-dire que quand bien même nous voudrions et nous serions capables de produire, eh bien on ne pourrait pas l'utiliser. La seule chose qui reste et qui fonctionne, et je crois que une des choses qui est, entre guillemets, qui peut un petit moment de sourire dans cette crise qui est dramatique, c'est que probablement en moyenne, au bout de 2 à 3 mois, nous aurons une prise de poids, tout le monde, de 3 à 4 kilos en moyenne de tout le monde. Parce que je crois qu'une des grandes activités qui n'a pas arrêté, par contre, c'est la consommation alimentaire. Si vous permettez, parce que j'ai envie de profiter de ce que vous venez de dire, parce qu'il y a Esma, ma femme, qui nous regarde. Donc, tu entends bien, c'est tout à fait normal de prendre 4 kilos, donc il n'y a pas de souci, il ne faut pas faire plus de sport. Voilà, mais tu peux dire à ton épouse quand même de bouger un petit peu. Hein. Il faudrait qu'elle marche un peu, enfin, je disais ça en plaisantant, c'est pas la priorité. Mais c'est que le seul élément qui reste aujourd'hui, entre guillemets, sur Terre, qui fonctionne, j'allais dire, dans les éléments de la pyramide de Maslow, que vous connaissez tous, c'est-à-dire donc d'abord les besoins de base, c'est d'abord l'alimentaire. La seule chose qui nous reste en fait accessible entre guillemets, c'est la capacité d'avoir des produits alimentaires à consommer. Évidemment, on a encore Internet, heureusement, on peut discuter, on peut faire, et je vous en remercie ce soir, discuter entre nous, entre collègues, entre amis et entre citoyens, mais beaucoup d'autres activités sont totalement arrêtées. Et il y a des drames, je le dis, des drames sociaux, et c'est pour ça que j'insiste encore sur l'importance de voir le problème à partir de la cause et non pas à partir de l'effet. Le social économique, c'est un effet. Ce n'est pas la cause de la pandémie. C'est l'inverse. C'est un virus qui est responsable de conséquences sociales et économiques. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de stopper au plus vite cette épidémie. Et encore une fois, malgré les efforts courageux, et j'utilise le bon terme, de l'État qui a fait les bonnes choses, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'aller encore plus vite et d'aller encore plus fort. Ça marche. Professeur, on n'a plus beaucoup de temps pour le live, donc je suis obligé d'en arriver à la dernière question, même si vraiment c'est une joie, comme d'habitude, de vous écouter. On a beaucoup de médecins qui nous suivent, beaucoup d'étudiants en médecine, et on a tous été vos étudiants, on a appris l'éthique et la déontologie auprès de vous, et aujourd'hui, donc, on a appris aussi la recherche auprès de vous, et finalement, on arrive aujourd'hui à une maladie
où on traite les patients en naviguant à vue. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vrais, on va dire, de vrais articles scientifiques bien ficelés qui nous permettent d'être sûrs de nos traitements. Que pensez-vous peut-être du débat sur la chloroquine? Pas vraiment sur le choix de la chloroquine, mais du débat qu'il y a autour. Est-ce que vous pensez que ce genre de débat a lieu d'être, c'est-à-dire que c'est finalement la majorité des personnes ou la population générale qui décide si un pays devrait suivre un traitement ou pas selon l'opinion publique et donc selon les choix des politiciens, et comment faire pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation? Alors, je Et te est-ce que vous remercie pensez qu'il y a un protocole qui est plus on va dire, prometteur qu'un autre? Écoute, je te remercie pour ta question. D'abord, se poser des questions et douter est légitime. Et ça fait partie de la recherche. Un vrai chercheur, c'est quelqu'un qui doit toujours douter et aller à la recherche donc d'autres hypothèses, etc., et en vérifier certaines et se tromper sur d'autres. C'est ça la recherche. Alors, d'abord, moi, je peux parler en connaissance de cause, puisque dans l'unité dans laquelle je suis, nous suivons plus de 70 patients que nous traitons par ce protocole. Je rappelle, c'est un protocole du ministère donc, de la Santé et au niveau du Maroc que nous essayons. On n'a pas encore, il faut être honnête intellectuellement, on n'a pas encore suffisamment de patients et de recul. À Casablanca, on a 620 patients. On n'a pas encore suffisamment de recul et pas encore. On va publier la semaine prochaine, mais on n'a pas encore suffisamment de patients et de recul. On suit beaucoup ce que vous faites dans la clinique. Ouais, je rappelle que ce n'est pas le protocole de Raoult à la base. Ce sont les Chinois qui ont d'abord publié sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Et professeur Raoult, qui est un des plus grands infectiologues qui existent, hein, c'est celui qui a le plus publié en maladies infectieuses, je suis bien placé pour le savoir, l'a complété, l'a amélioré, l'a renforcé. Et aujourd'hui, lui aussi, il teste. Il n'a jamais dit que j'ai fait un essai clinique randomisé en double aveugle et voici les résultats. Il a commencé par 26 patients et il tente. Et il y a pas mal d'équipes. Il y a les Canadiens, il y a les Américains, il y a les Coréens, il y a les Allemands qui testent ce protocole avec différentes posologies. Évidemment, on n'a pas encore de réponse. Il faut être honnête intellectuellement. Mais à un moment où nous avons une pandémie qui perturbent, dans lesquels on s'est trompé, il faut l'accepter, sur le plan physiopathologique au début, aussi bien en réanimation que dans les services froids, et dans lesquels elle nous a perturbés, dans lesquels qui fait des dizaines donc, de milliers donc, de morts. Il est légitime, dans le cadre donc, d'essais thérapeutiques, d'essayer donc, des médicaments qui doivent créer plus de bienfaits que de mal, donc équilibrer bien sûr donc le bénéfice-risque, hein, et ce que nous faisons au quotidien, en tout cas dans notre unité et partout les collègues au Maroc. D'ailleurs, je vous signale que vous, à Marrakech, vous êtes parmi les leaders dans ce protocole, et j'en profite pour saluer mon ami professeur Edib et toutes vos équipes et tous les médecins du CHU de Marrakech. Vous êtes vraiment à l'avant-garde, il faut vous féliciter, vous êtes novateurs et vous n'avez pas attendu, vous n'êtes pas resté dans les carcans classiques, vous avez travaillé très vite, vous avez utilisé le protocole, mieux que ça. Vous êtes parmi les premiers à avoir utilisé la corticothérapie pour ces patients et vous avez eu d'excellents résultats et vous avez sauvé la vie d'un certain nombre donc, de patients. Donc, je vous félicite au CHU de Marrakech. Beaucoup des médecins de Marrakech sont sur ce live, donc je pense qu'ils vous écoutent directement. Et puis moi, je transmettrai à professeur Adib, vous en êtes certain. Et je félicite mon ami Adib et vous tous, parce que vraiment, vous avez été à l'avant-garde, les réanimateurs, mais également les autres médecins et les autres spécialistes à Marrakech. Donc, ce protocole, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons suffisamment d'éléments. Les résultats sont prometteurs. Je vous le dis, je l'observe, moi, sur le terrain avec les patients que nous traitons. C'est vrai que le protocole du ministère est un protocole dans le cadre d'essais thérapeutiques et le ministère l'a autorisé, c'est une bonne chose. Nous utilisons, lorsque nécessaire, lorsque l'état de santé, lorsque l'évaluation clinique le montre, de la corticothérapie, oui, ou des antiagrégants plaquettaires et également des anticoagulants, mais lorsque la situation clinique ou l'hypoxie le nécessite, mais aujourd'hui l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine qui est le traitement donc de base, aujourd'hui il est appliqué au Maroc comme dans plein d'autres pays. C'est normal qu'il y a d'autres chercheurs qui pensent que les résultats ne sont pas aussi probants. C'est normal que d'autres chercheurs se posent des questions. C'est légitime. Il est possible. Il faut aussi être honnête. Et je le dis avec modestie. Il est possible que dans quelques mois ou dans quelques années, on s'aperçoit que ce n'est pas le traitement le plus optimal, que ce n'est pas le traitement le meilleur, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un traitement qui nous permet d'avoir des résultats. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Oui.
Mais est-ce que c'est la meilleure alternative par rapport à ne rien faire? Oui, je le confirme. Il vaut mieux ça que ne rien faire dans le contexte marocain. Bien compris. Professeur, merci énormément. Alors, j'ai pas encore envie de vous remercier. J'ai envie de vous laisser peut-être le mot de la fin. On a encore 2 petites minutes ou 3 petites minutes maximum. Est-ce que vous avez encore un autre message à nous transmettre, quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous voudriez échanger avec nous? Je crois que la population, j'ai 2 messages. J'ai un pour les professionnels de santé et un pour la population, mais si je peux ainsi m'exprimer. Je pense qu'il est important que lorsqu'on vous a dit à partir du 7 avril de rester à la maison et si vous sortez, vous portez un masque, le port d'un masque n'est pas un permis de circulation. Je pense que c'est très important que les gens comprennent, s'il vous plaît, parce qu'on a constaté que depuis le 7 avril, quand on a dit porter le masque, il y a des gens qui se permettent de sortir plus souvent que ce qu'ils ne devraient. Le port de masque, c'est uniquement pour les gens dans le cadre de la nécessité absolue de sortir. Là, il faut qu'ils le portent. C'est ça ce que ça veut dire. Et je pense que c'est très important pour éviter d'alimenter les fameux petits foyers ou micro-foyers intrafamiliaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, et je pense que vous, tous les médecins, les collègues, les médias, vous avez un rôle important, encore une fois, à sensibiliser la population parce qu'ils sont aussi importants dans ce combat que les professionnels de santé. Mon deuxième et dernier message, c'est à mes collègues. Et quand je dis à mes collègues du système de santé, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les infirmiers auxiliaires, etc. Honnêtement, je suis fier d'appartenir à cette famille. Parce que ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est réellement, on est tous sur le terrain, on prend des risques. Nous, si nous avons des familles, et nous aussi, on n'a pas peur de le dire. Nous aussi, on a peur. On a peur au quotidien. Mais c'est cette peur et également la rage de vouloir bien faire pour notre pays et pour les patients qui nous permet de tenir. Et je crois qu'il faut, avec cette charge émotionnelle que je veux exprimer, vraiment, je le dis moi, c'est pas à moi de le dire, mais c'est à d'autres de dire. Il faut vraiment dire merci à la profession médicale parce que réellement, on est là pour les autres. Pour nous, bien sûr, mais aussi pour les autres. Et je suis fier d'être marocain et fier de faire partie de cette profession. C'est une fierté partagée. Merci beaucoup, professeur, pour ces mots. Avec plaisir. Parce que ça motivera beaucoup de gens, j'en suis sûr et certain. Alors, la plupart demandent d'enregistrer le live. Je ferai de mon mieux pour que ça soit fait. Et je pense qu'il doit y avoir une centaine de messages qui demandent à ce que vous reveniez régulièrement en live. Moi, je sais que je viendrai avec plaisir. Je sais très bien. Merci beaucoup, Estelle. Je sais très bien. Je sais que vous avez beaucoup à faire, que vous n'avez peut-être pas une seconde à vous, mais je sais aussi que si on a besoin de communiquer avec vous, si on a besoin de votre expérience, vous serez là pour la partager avec nous et on vous remercie pour cela énormément. J'espère qu'on pourra faire d'autres lives, même si la vérité, moi, ce que j'espère le plus, c'est que ça finisse bientôt pour qu'on puisse vous revoir à Marrakech en conférence. Et merci encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je ferai de mon mieux pour qu'il soit partagé pendant encore 24 heures et qu'il soit enregistré pour qu'il soit sur YouTube. Merci encore une fois, professeur. Et protégez-vous tous, s'il vous plaît. Protégez-vous. Merci beaucoup, Seth. À bientôt. Au revoir.